Bonsoir et bienvenue dans ce 23h au sommaire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly mobilise les hommes d'affaires à Washington aux États-Unis. Il leur a présenté les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement prend part aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Le grand angle de ce soir sera consacré aux enfants rejetés ou abandonnés, considérés comme maudits dans la ville de Katiola. Ils ont été recueillis par les responsables d'un centre d'accueil. Qui sont-ils? Que leur reproche-t-on? Nous ferons une incursion dans leur univers. À l'étranger, une attaque terroriste est survenue hier sur les Champs-Élysées en France à 3 jours de la présidentielle, perturbant ainsi la campagne. Le scrutin se tient dans exactement 2 jours. L'assaillant, un Français de 39 ans connu des services de police, a été abattu. Un conseil de défense a eu lieu aujourd'hui à l'Élysée. Rendons-nous tout d'abord aux États-Unis, précisément à Washington, où séjourne le Premier ministre ivoirien. Amadou Gon Coulibaly participe aux assemblées de printemps de la Banque mondiale et du FMI. Il a échangé avec des hommes d'affaires américains. C'était l'occasion pour lui de leur présenter les opportunités autour du développement économique de la Côte d'Ivoire. Le point de notre envoyé spécial à Washington, Adama Koni. Un peu plus de 3 mois de présence au Premier ministère, première grande mission à l'extérieur du pays. Amadou Gon Coulibaly est à la manœuvre à Washington. À la tête d'une forte délégation, il évolue sur 2 fronts aux assemblées de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. D'abord, faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire auprès des institutions de Bretton Woods et des pays partenaires. Ensuite, séduire les opérateurs économiques à faire de la Côte d'Ivoire une destination privilégiée. Manifestation concrète, la visite à la Chambre de commerce américaine ce jeudi 20 avril, en fin d'après-midi. Amadou Gon Coulibaly fait parler les chiffres face aux hommes d'affaires américains. Nous avons eu une revue du Fonds monétaire international à Abidjan qui s'est déroulée fin mars, début avril. Et à l'occasion de cette revue, le Fonds monétaire a confirmé les performances économiques de notre pays. Je voudrais donner quelques chiffres. Pour l'année 2016, le taux de croissance est attendu de 8,8%, quasiment 9%. Pour l'année 2017, nous projetons un taux de croissance d'environ 8,5%. Et sur la période 2018-2020, nous procédons en moyenne, nous projetons un taux de croissance d'environ 8,2%. Ça veut dire que la dynamique de croissance est bonne en Côte d'Ivoire, mais aussi vous dire que le cadre budgétaire et macroéconomique est sain. Le Premier ministre a ajouté que le référendum de 2016 a permis d'avoir des réformes importantes, créant les conditions d'une stabilité et d'une paix féconde aux investissements. Un discours bien reçu par la cible. C'est un exposé qui a permis de bien présenter quels étaient les objectifs stratégiques de la Côte d'Ivoire, quelle était la vision du président et pourquoi est-ce que la grande réussite économique de la Côte d'Ivoire sous-tendait les ambitions stratégiques du pays. Donc c'était vraiment très convaincant et qui nous a confortés dans notre soutien et notre engagement auprès de la Côte d'Ivoire. Mais pour le Premier ministre, les acquis de la Côte d'Ivoire sont perfectibles. Au plan du déficit budgétaire, dans le cadre de ces négociations avec le Fonds monétaire, nous nous sommes entendus malgré le choc que nous avons vécu sur un déficit qui serait autour de 4,5% du PIB, mais avec une convergence dès 2019 à 3% du PIB, ce qui est la norme communautaire. Tout cela pour vous dire que l'économie ivoirienne se porte bien, que la situation sécuritaire est tenue et que les perspectives au niveau du pays sont bonnes. Comme pour donner vie aux différents messages, les chambres de commerce des États-Unis et de Côte d'Ivoire décident de s'engager dans une dynamique de coopération. Un mémorandum d'entente est signé. Avant la Chambre de commerce, le Premier ministre a participé à la mi-journée à la 2e assemblée de haut niveau sur la coalition des partenaires, sur la taxation du carbone. Ici à Abidjan, la Direction générale des impôts a réalisé une recette de plus de 469 milliards de francs CFA lors du premier trimestre. Elle envisage de mobiliser plus de 568 milliards de nos francs au second trimestre. Mamadou Kwasi. 169,6 milliards de francs CFA. C'est le montant récolté par la Direction générale des impôts du premier trimestre 2017.
Un montant supérieur à la prévision qui était de 456 milliards 800 millions de francs CFA, soit un écart positif de 12,8 milliards de francs CFA. Un véritable satisfait pour le directeur général des impôts, Abou Ouattara-Sié. Un séminaire bilan réunissant l'ensemble des responsables de la direction générale des impôts est donc organisé. Occasion d'analyser les résultats obtenus au cours du premier trimestre 2017. Poursuivre ensemble, main dans la main, les efforts de dématérialisation de nos activités, tout en respectant les principes fondamentaux qui gouvernent nos actions, notamment l'efficacité, la célérité et la sécurité, dans le but d'améliorer sans cesse nos performances. Ces résultats satisfaisants sont les fruits des nombreuses réformes adoptées depuis le début 2017. Et le directeur général des impôts, Abou Ouattara-Sié, et ses collaborateurs ont mis au centre de cette rencontre les perspectives de 2017. Pour ce second trimestre, la direction générale des impôts a un objectif de 568 milliards 300 millions de francs CFA. Ces objectifs seront à notre portée. Si nous croyons en nous-mêmes, si nous croyons en nos capacités, si nous savons tirer le meilleur de nos réformes, des réformes engagées, tout en mettant un accent particulier sur les insuffisances relevées dans notre mode de gestion. Avec les nouvelles réformes telles que le paiement des impôts en ligne et par mobile money, la Direction générale des impôts veut se rapprocher davantage des contribuables ivoiriens et aussi réaliser l'objectif global de 2100 milliards de francs CFA pour cette année 2017. La capitale économique ivoirienne abrite depuis hier une rencontre des ministres de l'Agriculture et de l'Industrie de la CEDEAO. Il s'agit pour eux d'élaborer des stratégies en vue de redynamiser le niveau de transformation du cacao et de la noix de cajou dans la sous-région. Lansine Bakayoukou. Avec ses 3 millions de tonnes pour le cacao et 1,5 million de tonnes pour le cajou, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à elle seule, assure 80% de la production mondiale du chocolat et 50% des jus d'amande. La position dominante de la région dans l'offre, associée aux accès préférentiels des marchés européens et américains, sont de grands avantages qui peuvent attirer l'investissement dans cette chaîne de valeur. La coopération régionale nous offre donc une voie idéale pour traiter convenablement ces questions. Une coopération régionale d'autant nécessaire que pour ces deux produits, le taux de transformation reste faible, moins de 10%. Un énorme manque à gagner pour les finances publiques. Il est question au cours de cette réunion ministérielle de valider les deux projets de résolution déjà proposés par les experts. Ces projets de résolution serviront de base pour mettre en place les programmes et projets avec toutes les parties prenantes, les industriels, les financiers, les organisations professionnelles, etc. Pour le gouvernement ivoirien, il est important de mettre en place un système d'accompagnement des acteurs et d'identifier les meilleures techniques en vue d'une transformation accélérée du cacao et de l'anacarde. Avec les productions de cacao et d'anacarde atteignant respectivement près de 1,6 million de tonnes et 700 000 tonnes, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de ces deux spéculations. Pour la Côte d'Ivoire, le cacao est transformé localement à 35% contre 10% pour la noix de cajou. Pour rééquilibrer le développement du milieu rural, le gouvernement veut résoudre le problème de la sécurisation foncière des femmes. Elles possèdent à peine 10% des certificats fonciers délivrés à ce jour et représentent environ 50% des actifs. La direction du foncier rural a initié un atelier pour débattre de la question. Noël Niagnou. La sécurisation foncière rurale en Côte d'Ivoire. Sur les 4000 certificats fonciers délivrés à ce jour, seulement 10% sont allés aux femmes. Une illustration audible de cette situation dans la région d'Aboasso, précisément à Abi. Nous avons constaté à chaque fois que nous partons pour les certificats, ce sont que des hommes. Aucune femme ne se présente, aucune femme n'a le droit au jour d'aujourd'hui d'avoir une terre. Il faut corriger cet état de fait au moment où l'État, avec le concours de l'Union européenne, veut massifier la délivrance des certificats fonciers afin d'éviter de laisser les femmes sur le bord de la route.
Dans le milieu rural, si on veut pouvoir faire progresser la situation des agriculteurs, que ce soit les hommes comme les femmes, il faut en passer par une meilleure sécurisation de leur accès à la terre tout d'abord et de leurs droits fonciers par la suite. Il faut préciser que le problème de l'accès est à distinguer de celui de l'accès à la propriété. Dans nos sociétés, les femmes ont le droit d'accéder aux terres pour les exploiter, mais il y a une réelle difficulté pour elles d'accéder à la propriété. Un atelier est initié à cet effet avec le concours de juristes, de sociologues, de chefs traditionnels et autres pour trouver les solutions justes à la problématique de l'accès à la terre. C'est là 48 heures durant, avec pour finalité faire l'état des lieux et identifier les moyens de sécurisation des droits fonciers des groupes cibles. Il s'agit des femmes et des cadets sociaux. Dans le grand angle de ce soir, mettons le cap sur la région du Hambol. Elle abrite des enfants rejetés ou abandonnés, considérés comme maudits par la société. Ces enfants ont été recueillis par le centre d'accueil et de transit Sainte-Geneviève de Katiola. Que leur reproche-t-on? Sont-ils vraiment maudits ou victimes d'une tradition rétrograde? Les enfants rejetés ou maudits du père Germain Kalari est un dossier proposé par Serge Koléa. C'est par ce chant qui traduit parfaitement leur situation d'enfants orphelins, abandonnés ou menacés de mort dans leur village, que ces gamins nous accueillent. Nous sommes au centre Sainte-Geneviève de Katiola, au centre nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans le quartier de Nandjiplé-Kahar. Ici vivent 17 gosses victimes de bannissement ou de rejet. Nous avons reçu des informations qu'il y a des enfants qui sont assassinés, mais nous n'avons pas eu les preuves. Le seul tort de ces innocents regards, être nés pour certains au moment même où leur génitrice rend son dernier souffle sur le lit de l'accouchement et pour d'autres raisons que les parents voient d'un mauvais œil. Ces enfants doivent leur joie de vivre à cet homme, le père Germain Koulibaly Kalari, curé de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Timé. On a un seul objectif, c'est de venir en aide à tout enfant en danger de mort. Tel un bon samaritain, il crée le centre de transit et d'accueil Sainte-Geneviève de Katiola en septembre 2011 avec pour objectif de sauver la vie de ces mômes en les recueillant. Avant de fonder l'orphelinat, j'ai mené une enquête. Dans un village du nom de Kofi-Sioka, les enfants des jumeaux avaient été tués, avaient été noyés parce que ils sont nés par siège. Alors donc j'ai rassemblé un certain nombre de cas. Donc les enfants touchés par un handicap, les enfants qui naissent par siège, les enfants surpris en train de téter le sein de la maman agonisante ou morte. Quand la maman meurt en couche, alors on conclut que c'est le bébé qui a tué sa maman. Et donc personne n'en veut parce qu'on dit mais à qui sera le tour? De 2011 à 2017 au total, ce sont 16 enfants inscrits dans les registres du centre. Le père Germain Kalari travaille en étroite collaboration avec l'assistante sociale de la ville de Katiola. Elle lui recommande bien souvent des cas. Nous avons mis en place des comités de veille et de vigilance dans différents quartiers qui nous rapportent des cas de maltraitance d'enfants, de violence sur enfants, parce que ça ce sont des cas de violence. Donc quand il y a des cas de violence, nous sommes interpellés. Les responsables des collectivités locales et des particuliers témoins de scènes d'enfants bannis ou en danger de mort adressent également des cas. J'ai vu une petite fille, sa mère est morte en couche, et sa grand-mère qui l'a récupérée, quelque temps après, la grand-mère aussi est décédée. Donc du coup, on dit c'est elle qui les tue. Elle se retrouve à la rue toute petite, à 8 ans, à manger dans les poubelles, à se promener au bord des maquis pour manger les restes des gens. Et on a contacté le centre d'accueil de ces enfants abandonnés là, et l'enfant est allé là-bas. Ces enfants sont-ils réellement victimes de la tradition ou des préjugés sociaux rétrogrades? Pour mieux comprendre ce phénomène, rendons-nous à Tumbo-Kahar, où à la naissance, Elisa, orpheline de mère, âgée aujourd'hui de 12 ans, échappe de justesse à un destin tragique. On se disait que l'enfant était déjà mort parce que dans le temps passé, les orphelins, là, quand la maman meurt, c'est comme si l'enfant même, c'est plus la peine. Et c'est quand on est parti voir
le prêtre. Quand on a expliqué, ils ont dit bon, que les orphelins aussi doivent bénéficier de la vie. En classe de CM2, elle bénéficie enfin de la clémence de sa famille. À Kassémé, surprise, la petite Germaine vient de reconnaître le père Germain. La petite Germaine perd sa mère à la naissance, morte en couche. Elle se souvient certainement de son séjour au centre. Elle y passe 2 ans avant que ses grands-parents ne reviennent à de meilleurs sentiments. La gamine peut réintégrer le cocon familial. À la mort de sa mère, Jonas a été confié par le prêtre dès l'âge de 2 mois à cette femme devenue sa mère adoptive. Il a 7 ans et est en classe de CP1. Je voulais dire à mes soeurs et mes frères, s'il y a un cas comme ça, qu'il ne faut pas ils vont jeter l'enfant. Ils n'ont qu'à donner à une personne qui n'a qu'à l'aider. Dans certains villages, les anciens tentent de cacher la triste réalité. Il y en a qui disent que l'orphelin n'est pas facile à élever. Bon, avec nous, la pauvreté, est-ce que cet enfant, on ne doit pas le perdre? Retour au centre d'accueil et du transit à Sainte-Geneviève pour nous intéresser au quotidien des pensionnaires. Loin des croyances villageoises, les enfants mènent une vie normale ou presque. Ils ont droit aux 3 repas journaliers. Ils partagent leur journée entre l'école, les temps d'études avec le répétiteur Godefroy et les prières et enseignements religieux avant de dormir. Plusieurs années qu'ils vivent ici. Le malheur ne s'est pourtant pas abattu sur le centre, preuve que ces enfants ne sont ni sorciers, ni poursuivis par une quelconque malédiction. Mieux, ils sont parmi les élèves les plus brillants du groupe scolaire catholique de Katiola. Pour combattre ces fléaux, il faut casser les tabous. Il faut oser en parler. C'est vraiment amener la population à comprendre. Un enfant qui perd sa mère à l'accouchement n'est pas un sorcier qu'il faut rejeter. Ou bien un enfant qui a du mal à s'asseoir n'est pas forcément un serpent. Le père Germain Kalari rêve grand pour ses enfants. Il ambitionne de mettre en valeur ce terrain acquis par sa structure. Un futur orphelinat doté de centres de formation à l'agro-pastoral et offrant toutes les commodités et infrastructures de base pour l'épanouissement des enfants. Le centre d'accueil et de transit à Sainte-Geneviève attend également l'agrément du ministère de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant pour jouir d'un véritable statut. En attendant que toutes ces exigences se mettent en place, le père Germain Kalari continue de se battre pour donner de l'amour et des lendemains heureux à ses laissés pour compte. Un mot de transport aérien à présent. Les experts en aviation de plusieurs pays africains ont pris part à la 4e réunion du comité de pilotage du programme africain des procédures de vol. Une rencontre pour évaluer un programme visant à terme à réduire le nombre d'accidents d'avion. Francis Boifo, Thomas Guessambi. 2-3% en 2014, le taux d'accident par million de passagers est passé à 2,65 en 2016 dans le monde, selon l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI. La baisse du taux d'accident est due pour les experts à l'amélioration des procédures de vol, c'est-à-dire les trajectoires, les altitudes et autres consignes à respecter à l'atterrissage et au décollage des avions. Pour aider les pays africains à réduire le nombre d'accidents, un programme de procédure a été élaboré par l'organisation en 2008. Par le passé, il y avait ce qu'on appelle les équipements, les aides à navigation qui étaient fixés au sol, des équipements utilisés par les avions pour voler. Aujourd'hui, on est passé au satellitaire. Ce n'est plus des équipements au sol, mais c'est des équipements qui sont dans l'espace, qui sont plus précis, qui permettent aux pilotes de mieux se reposer, de mieux appréhender leur vol, de mieux le préparer et de mieux l'exécuter. Donc on a un gain en efficacité, on a un gain aussi en protection de l'environnement. Ce qui concerne notre région qui est l'Afrique et l'océan Indien, on a identifié un problème de capacité. Il y a l'expertise, comment on conçoit une procédure, comment on la développe, qui l'approuve. C'est pour amener les organes de réglementation, de contrôle, de sûreté et de sécurité du transport aérien des pays africains à s'approprier les nouvelles procédures de vol que le comité de pilotage du programme africain de procédures de vol AFPP a organisé cette rencontre d'Abidjan. Elle a réuni durant 2 jours les experts des autorités nationales de l'aviation civile de plusieurs pays africains.
Pour faire face à la saison des pluies qui s'annonce, l'Office national de la protection civile sensibilise les populations d'Abangourou aux effets néfastes des pluies diluviennes. La cérémonie de lancement de cette campagne s'est tenue en présence du premier responsable de cette structure, le général Kilifiakre, Honorine Anigori. Il vaut mieux prévenir que guérir. L'Office national de la protection civile, l'ONPC, fait sienne cet adage. Il a entamé récemment à Abengourou une vaste campagne de sensibilisation et d'information contre les effets néfastes des pluies diluviennes. Selon le directeur général de l'ONPC, le général Kilifiakre, l'Office national de la protection civile veut enregistrer cette année 0 décès dû aux pluies diluviennes. L'Office national de la protection civile aujourd'hui vient de remettre au CSU 3 véhicules. C'est un appel à l'installation de ces pompiers-là pour le bonheur des populations, afin que notre population soit mieux protégée. Une conférence a été prononcée par les agents de l'ONPC en vue d'attirer l'attention des populations sur les dangers qu'elles courent en habitant les zones à risque. Le thème de cette conférence, la culture de la prévention face au risque d'inondation. Les populations ont été également invitées à curer les caniveaux et surtout à éviter de construire des maisons d'habitation dans les zones à risque telles que les bas-fonds et les flancs des collines. Le premier responsable de l'ONPC en a profité pour lancer un appel aux conseils régionaux afin qu'ils apportent leur soutien à ces centres ouverts dans les chefs-lieux de région du pays pour rapprocher les secours des populations. Ouvrons la page politique de cette édition avec des audiences du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Il s'est entretenu aujourd'hui avec les ambassadeurs de la Corée du Sud, du Maroc et des Pays-Bas. Au menu des échanges, l'actualité politique et économique du pays. Herman Guivé. L'ambassadeur de la Corée du Sud, son Excellence Ri Yong-hil, reçu en audience par le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié. Son pays, la Corée du Sud, se réjouit de la consolidation de la paix et de la stabilité politique qui prévaut en Côte d'Ivoire. Représentant du gouvernement coréen que je suis, souhaite continuer avec vous à contribuer pour la consolidation de la paix et la stabilité de ce pays ami en renforçant davantage notre coopération dans le futur. C'est au tour de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, son Excellence Abdelmalek Kétani, d'être reçu par le président du PDCI RDA pour un partage d'expérience. Je suis venu avoir ses conseils par rapport au développement et la façon d'appréhender les différentes questions qui sont pendantes ici. Mais je pense que l'avenir est très positif, que les forces vives de ce pays sont mobilisées pour atteindre l'émergence et le Maroc est là, aux côtés de la Côte d'Ivoire, afin d'y arriver. Dernière audience accordée à l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, son Excellence Robert van der Doel. Je l'ai informé que les Pays-Bas ont réouvert leur ambassade à Abidjan l'année passée et j'ai aussi exprimé l'espoir d'avoir des opportunités pour me rencontrer plusieurs fois pour être à son écoute. Occasion pour l'ambassadeur des Pays-Bas d'inviter le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, à prendre part aux festivités marquant la fête nationale des Pays-Bas le 27 avril prochain. Le MFA, Mouvement des Forces d'Avenir, remobilise ses militants. Le président de cette formation politique a sillonné plusieurs villages. Le message d'Anzoumana Moutaye était axé sur la réorganisation stratégique et structurelle du parti. Gabriel Zani. Construire un avenir conforme aux attentes individuelles et collectives, voilà ce que veut Moutaye Azoumana, le président du mouvement des forces d'avenir pour les Ivoiriens. L'ancien ministre de l'entrepreneuriat national, de l'artisanat et de la promotion des PME, accompagné d'une délégation de membres de son parti, a sillonné les villages du département de Pricro. En jeu, le repositionnement du MFA dans cette partie du pays. Je suis avec vous et j'ai besoin de vos bénédictions, vos conseils avisés pour me permettre à mon parti de s'implanter suffisamment et grandement dans la région de Pricro. Nous avons besoin du soutien des populations à nord de Pricro pour que le MFA que nous sommes venus leur remettre puisse avoir du succès et puisse contribuer davantage au développement de la Côte d'Ivoire. Le MFA est aussi membre du RADP, le Rassemblement des Euphotistes. Moutaye Azoumana, lors de ce meeting,
lance un message de paix, revient sur les valeurs qui incarnent la coalition des oufouettistes et invite les populations à faire confiance au RIDP pour le développement de leur région. Je suis convaincu que c'est autour de notre alliance que la Côte d'Ivoire peut réaliser de nombreux défis qui se dressent devant elle. Pas donc d'alternative crédible en dehors du RHDP. Et cette alliance a permis à la Côte d'Ivoire de se stabiliser. Dessiner des perspectives nouvelles pour le parti en termes de mobilisation, d'engagement des militants en vue d'un MFA plus conquérant, tel est le défi que se lance aujourd'hui Moutaï Azoumana. À l'étranger, cela fait 5 mois qu'une épidémie de méningite fait des ravages au Nigeria. 745 personnes en sont mortes. La maladie frappe principalement le nord du pays. Les services de santé annoncent des stocks de vaccins. Sylvie Toury. Les chiffres sont alarmants. Au total, 745 décès enregistrés et plus de 8000 cas suspects recensés. En 5 mois, l'épidémie a gagné du terrain et les enfants de 5 à 14 ans sont les plus touchés et représentent environ la moitié des cas recensés. Vous pouvez voir le problème que nous avons en ce moment. Certaines écoles parlent déjà d'empêcher certains enfants de revenir. Nous avons recensé 32 cas la semaine dernière. Nous avons 32 cas suspects de méningite dans la capitale. Nous comptons aussi 6 décès et 2 cas confirmés, dont un de Sokoto. Pour remédier à cette épidémie, de nombreuses actions de sensibilisation et de prévention sont menées auprès des communautés locales. Près de 420 000 personnes ont déjà été vaccinées dans le pays. Mais les vaccins restent toujours insuffisants. Nous n'avons pas assez de vaccins. Le peu de vaccins qu'on m'a dit d'utiliser hier sont finis. D'autres pays vendent le vaccin. Ici, nous n'avons même pas de vaccin à vendre. Selon le ministre délégué à la Santé, 823 000 doses de vaccins en provenance de la Grande-Bretagne devraient arriver pour poursuivre la campagne lancée le 5 avril. Des tests en laboratoire ont confirmé que cette méningite est un nouveau type de souche C et c'est la première fois qu'elle se déclare en épidémie dans le pays. Il ne reste plus qu'un jour avant la tenue de la présidentielle en France. La campagne a été perturbée hier par une attaque terroriste sur les Champs-Élysées à Paris. L'attentat a coûté la vie à un policier. L'assaillant, un Français de 39 ans connu des services de police, a été abattu. Un conseil de défense a eu lieu aujourd'hui à l'Élysée. Ici en Côte d'Ivoire, la vision du candidat à la présidentielle française Emmanuel Macron a été expliquée aux ressortissants français du pays. C'est une initiative du comité En Marche Côte d'Ivoire. Cette réunion publique s'est tenue hier au plateau. Le comité En Marche de Côte d'Ivoire ne ménage aucun effort pour expliquer aux Français vivant dans le pays la nécessité de porter leur choix sur le candidat Emmanuel Macron le dimanche prochain. Nous avons essayé d'expliquer quelles étaient les principales valeurs qu'incarne Emmanuel Macron, le renouveau, l'optimisme, la force qui peut insuffler à la vie politique française. En tant que binational et très investi dans le mouvement, il me semblait utile de venir témoigner de mon expérience et montrer qu'effectivement il se passe quelque chose en France, quelque chose qui mérite d'être connu de tous et surtout des Français de l'étranger, parce que ce projet de réconciliation de toutes les Frances est quelque chose de nouveau qu'Emmanuel Macron a su imprimer. La rencontre était aussi une occasion pour les ressortissants de la France, tous secteurs d'activité confondus, de se retrouver pour des échanges sur l'actualité politique de leur pays. Nous œuvrons à la sensibilisation d'un nombre croissant de Français et de binationaux, valeurs qui sont universelles. Mais l'enjeu reste la mobilisation des quelques 20 000 Français résidant en Côte d'Ivoire et la conquête des indécis pour la victoire d'Emmanuel Macron le 23 avril prochain. Le candidat du mouvement En Marche est crédité de 24% des intentions de vote, selon le sondage ELAB publié ce vendredi 21 avril, devant Marine Le Pen qui obtient 21,5%. Derrière, François Fillon 20%, Jean-Luc Mélenchon 19,5% et Benoît Hamon 7%. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.